Donc, bonsoir. Donc, on commence, on attend encore un peu. Il reste une personne ou deux personnes à nous rejoindre. Donc, Nelly, vous êtes là? Bonsoir, ça va? Ça va. Donc, vous êtes tous les deux ensemble sur le même ordinateur ou on attend quoi? D'accord, donc il manque, je crois, une ou deux personnes. Donc, on va commencer par un rappel et ils vont nous rejoindre donc, au fur et à mesure qu'on avance, hein. D'accord? Donc, je vais donc commencer donc, par un petit rappel de ce qu'on a vu donc, pendant la dernière séance. Donc, on a commencé par parler de l'intérêt de la certification ISO 9001. Entre autres, on a dit que ça va augmenter la satisfaction des clients, améliorer l'image de marque de l'organisme, améliorer la communication au sein de l'organisation. Ça va ajouter donc l'implication, donc améliorer l'implication du personnel donc dans les activités d'amélioration, optimisation des performances, amélioration des processus décisionnels. Et on a dit que pour appliquer la norme ISO 9001, donc qui contient donc les exigences, on va recourir également à d'autres normes. La norme ISO 9000 qui contient les principes de management et les définitions, le vocabulaire, donc les termes et définitions qu'on va rencontrer pour le système de management de la qualité. Et on dit que la norme ISO donc 9001 nous dit ce qu'on doit faire sans toutefois nous dire comment le faire. Et on a dit qu'on peut recourir donc à la norme ISO 9002 qui va nous donner donc des lignes directrices pour l'application de la norme ISO 9001. Également, donc, la norme, elle nous demande, on a vu hier d'ailleurs, que la norme, elle nous exige donc, de faire une analyse des risques. Elle se base sur l'approche par les risques, l'approche processus également. Donc, pour l'approche par les risques, on a vu que la norme ne nous dit pas comment faire l'analyse des risques. C'est à nous de mettre en place notre processus de management des risques. Et pour cela, on peut se référer à la norme ISO 31000 et à la norme ISO 31010 qui donne donc les outils et les techniques qu'on peut utiliser pour l'analyse des risques. Donc, on a dit que également donc la mise en place de la norme ISO donc 9001, donc c'est une approche volontaire, donc, mais elle peut devenir une obligation si jamais elle est donc abordée dans une législation
ou suite à une exigence client qui la mentionne dans un contrat, par exemple. Donc, pour nous, donc pour répondre aux exigences de la norme, on a dit que chaque fois que on va trouver dans la norme l'organisme doit ou les organismes doivent, donc c'est une obligation, donc c'est une exigence. Et les autres utilisations, les autres formes utilisées telles qu'il convient, peut et peuvent, donc il ne représente en fait, il exprime une possibilité préférée ou une suggestion, sans toutefois représenter des exigences. La norme également, on a dit, elle peut contenir des annexes et des notes. Les annexes informatives ne contiennent pas des exigences, et c'est le cas donc, de notre norme ISO 9001 qui contient 2 annexes informatives. Si les annexes sont normatives, donc ce qu'elles contiennent sont des obligations. Également, dans la norme, il y a des notes et les notes, ils ne contiennent pas des exigences, mais surtout, ils nous donnent des explications, donc des recommandations pour l'application des exigences. Donc, on est passé par la suite pour parler des concepts fondamentaux. Donc, on a défini la qualité, le système de management de qualité, le contexte d'un organisme, les parties intéressées et le soutien de la direction. Pour passer par la suite, donc par la suite, on est passé pour donc, donner les 7 principes de management de la qualité. Donc, pour les 7 principes qui sont l'orientation client, le leadership, l'implication du personnel, l'approche processus, l'amélioration, la prise de décision fondée sur des preuves, le management des relations avec les parties intéressées. Et bon, personnellement, pour moi, bon, les principes, les primordiaux, donc, bon, pour surtout, donc, l'amélioration continue, donc, la PDCA, on a parlé de la PDCA, donc, la route de Deming, on doit écrire ce qu'on fait, faire ce qu'on a écrit, vérifier ce qu'on a fait, puis agir, donc, plan, do, check, act, on planifie, on réalise, on vérifie, puis on agit. Et le 6e principe, donc, qui est la prise de décision fondée sur des preuves, et on a dit que le système de management, il peut être utilisé comme un outil d'aide à la décision parce qu'il va nous fournir les informations nécessaires pour une prise de décision éclairée. Par la suite, on est passé pour parler des différentes définitions. Donc, on a parlé de l'accréditation, donc, qui est une reconnaissance de la compétence, de la certification, qui est une reconnaissance de la conformité. Puis, on a défini la qualité, qui est la conformité par rapport aux exigences. Puis, par la suite, donc, surtout, on a parlé okay, donc, OK, donc, je continue. Donc, pour les définitions, donc les parties intéressées, donc on a dit que ce sont soit des personnes des organismes, soit qui sont influencées par notre activité ou qui influencent notre activité. Donc, on a parlé du contexte de l'organisme, la définition du contexte, qui est la combinaison d'enjeux internes et externes pouvant avoir un effet sur l'approche d'un organisme en ce qui concerne la détermination et la réalisation de ses objectifs. Les processus, donc on a défini les processus comme étant les activités qui ont des éléments d'entrée qui seront transformés en éléments donc, de sortie. Bon, lorsqu'on va mettre en place le système de management, donc, on sera appelé par la suite, dans le cadre de la vérification, de réaliser des audits. Et on a dit que l'audit, c'est un processus méthodique, indépendant et documenté, permettant d'obtenir des preuves donc, de conformité. Donc, on va faire l'audit pour collecter, pour rechercher les preuves de conformité de notre système. Donc, suite à l'audit, on a dit soit tout va bien, soit il y a des non-conformités. Et les non-conformités, c'est la non-satisfaction des exigences.
Donc, s'il y a des non-conformités, on doit mettre en place des actions correctives, donc, qui sont les actions qui visent à éliminer les causes des non-conformités. Et nous, dans le cadre de l'approche par les risques, déjà, donc, ce qu'on a vu hier avec l'analyse des risques, déjà, on veut être proactif plutôt que réactif. Donc, déjà, on a mis en place des actions préventives face aux non-conformités potentielles. Et aussi bien les actions correctives que les actions préventives, on a dit, ils doivent être efficaces, donc ils permettent d'atteindre ils doivent permettre d'atteindre donc les objectifs, et efficience. Donc l'efficience, c'est le fait d'être efficace avec les moindres ressources, au moindre coût. Une notion très importante également qu'on a abordée, c'est la notion de revue et qui rentre dans le cadre de l'amélioration continue. La revue, donc, c'est le fait de vérifier. Donc, parmi les revues, la revue de direction pour vérifier le système de management, la revue de la politique qualité, la revue des objectifs, la revue des exigences réglementaires. Donc, il y a pas mal de choses. La revue de l'analyse des risques également, donc il doit être revu parce que les risques, ils peuvent évoluer puisque le contexte, il évolue également. Donc, c'est une notion très importante et la revue, c'est la détermination de la pertinence, de l'adéquation, de l'efficacité d'un objet à atteindre des objectifs définis. Et on a terminé avec l'amélioration continue, qui est les activités récurrentes menées pour améliorer les performances. Par la suite, on est passé pour voir la structure de la norme et on a dit que la norme, elle est structurée en 10 chapitres. On appelle ça la structure HLS ou la structure de haut niveau. Donc, et cette structure-là, donc, les exigences, on les trouve à partir donc, du chapitre 4. Donc, le chapitre 4 qu'on a vu hier, donc tout ce qui est contexte de l'organisme. Le chapitre 5, leadership. Chapitre 6, planification. Et on va voir aujourd'hui donc le chapitre 7, tout ce qui est support. Le chapitre 8, réalisation des activités opérationnelles. L'évaluation des performances et l'amélioration, le chapitre 10. Et cette norme, on a dit qu'elle contient 2 annexes qui sont informatives. Et si on positionne les différents chapitres de la norme dans la PDCA, sur la route de Deming, ce qu'on est en train de voir maintenant, donc les chapitres 4, 5, 6 et 7, on peut les positionner dans la planification. Donc, on va écrire ce qu'on va faire. Les chapitres 8, c'est la réalisation. Donc, on va appliquer ce qui a été planifié pour la réalisation du produit ou service. Le chapitre 9, l'évaluation des performances. Donc, il se positionne dans la vérification. Donc, vérification des performances, les mesures donc des processus, donc des indicateurs, des objectifs qu'on s'est fixés, ainsi que la vérification donc, du système de management à travers les audits internes. Et le chapitre 10, amélioration, se positionne dans la phase acte. Donc, pour le contexte de l'organisme, on a vu que la norme, elle nous demande de déterminer les enjeux externes et internes. Et elle nous exige également, toujours dans le chapitre 4, de déterminer les parties prenantes, donc les parties intéressées pertinentes, et de déterminer donc, quelles sont leurs exigences. Et également, donc, on nous a demandé, donc on nous exige dans le chapitre 4 de la norme, de déterminer le périmètre du système de management. Et pour la fixation donc, de ces périmètres, déjà, on peut se recourir donc, aux attentes des parties intéressées. Bon, les clients, par exemple, qu'est-ce qu'ils exigent, quels sont les processus qu'ils exigent qu'ils soient donc certifiés, qu'ils fassent partie du périmètre. Également, donc, tout ce qui est enjeux externes et internes, donc, qui peuvent également influencer sur le périmètre qu'on va mettre en place. Et cette détermination du périmètre, donc ce périmètre, on a dit, il doit être documenté, d'accord? Il peut être documenté soit dans un enregistrement, si on a un manuel qualité, on peut le documenter dans le manuel qualité. Et tout ce qui est
périmètre du système de management, ainsi que enjeux externes et internes et les attentes des parties intéressées. On a vu, donc on va le revoir tout à l'heure, qu'on va utiliser donc ces informations pour l'analyse des risques, puisque la détermination donc des enjeux externes et internes, c'est la première étape du processus de management des risques. Sinon, la norme, toujours dans le chapitre 4.4, elle nous exige de mettre en place un système de management de la qualité et qui consiste en fait à la détermination des processus et l'interaction des process et la documentation donc, qui va permettre la maîtrise de ces processus-là. Et ce qu'on a vu donc, dans le 4.4 de la norme, c'est que les exigences donc, de cette clause, on peut répondre à ces exigences en mettant en place donc, une fiche processus ou des fiches processus. Ces fiches processus, en fait, ils vont prendre en considération les exigences en termes donc, de fixation d'objectifs, de fixation donc d'affectation donc des responsabilités, le fait de mettre en place, de désigner un pilote des process, donc de fixer des objectifs, donc de détailler les activités, les interactions entre les processus, etc. Donc, avec la fiche process, on a vu hier, si vous vous rappelez, donc on a consulté donc, la norme FDX 50176 élaborée par la FNOR et qui donne dans son annexe un modèle de fiche process et en l'appliquant, on va répondre à toutes ces exigences-là. Par la suite, on est passé au chapitre 5 et pour le chapitre 5, il met l'accent donc tout d'abord sur donc, le leadership et l'engagement de la direction. En fait, la direction, elle doit s'engager donc, à mettre en œuvre les ressources nécessaires pour la mise en place du système de management. Par la suite, dans le 5.2, donc, la direction doit mettre en place une politique qualité. Cette politique, elle contient différents engagements et doit être spécifique à l'organisation. Ce n'est pas quelque chose qui est standard, donc ce n'est pas du copier-coller, donc elle doit être appropriée pour l'activité de l'entreprise, elle doit contenir les engagements exigés par la norme et cette politique, elle doit être disponible sous forme d'informations documentées, donc sous forme d'un document, d'un enregistrement, et doit être communiquée et comprise. Et d'ailleurs, on va revenir sur la communication et la compréhension de la politique lorsqu'on va parler dans le chapitre 7, donc de la communication et de la sensibilisation. Et cette politique, elle doit être disponible pour les parties intéressées. Et si vous vous rappelez, donc on a dit que si jamais on a également un manuel qualité, donc le fait de la mettre dans le manuel, ça peut rentrer dans le cadre de la documentation de la politique. Et on a dit que le fait d'afficher la politique dans les bureaux, dans les locaux, ça répond ainsi aux exigences donc de documentation, donc elle existe sous forme d'un document, et l'affichage, ça rentre dans le cadre de la communication. Donc, on l'a communiqué en l'affichant, donc on a répondu à l'exigence, par exemple, de la communication. Dans le chapitre 5 également, la norme, elle a exigé donc, de déterminer les rôles et responsabilités. Les rôles et responsabilités, donc pour la mise en place du système, pour l'application du système, la vérification du système, la préparation de la revue de direction. Donc, on a dit que ces exigences, donc ces responsabilités peuvent faire l'objet d'une nomination d'un responsable management qualité, comme elles peuvent être réparties sur différentes postes et fonctions. Et on peut répondre à l'affectation donc, de ces responsabilités. Donc, parmi les moyens pour déterminer les responsabilités, on a dit on peut avoir l'organigramme de l'entreprise, les fiches de poste, les fiches de fonction, d'accord, etc. Même les fiches processus, parce que même dans la fiche process, on a donné, on a nommé un pilote, donc on a donné une responsabilité et au sein des activités, donc lorsqu'on détaille les activités des process, on va mettre également qui réalise ces activités. Donc même la fiche process, elle peut répondre à cette exigence de détermination des rôles et responsabilités au sein de l'organisation. Donc, par la suite, on est passé pour le chapitre 6 et dans ce chapitre,
Donc, les points sur lesquels on a mis l'accent, surtout, donc, on a commencé par les actions à mettre face aux risques et opportunités. Donc, et vous voyez ici, donc, on a dit qu'il ne faut pas, donc, bon, excusez-moi, oui, allô, 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 oui, bonjour, oui. Oui, je vous écoute. Vous avez un problème à vous connecter? Oui, donc c'est le même lien qu'hier. Oui, oui, le même lien qu'hier. Donc, vous connectez, donc je vous accepte pour entrer donc, à l'information. D'accord? Donc, essayez, donc, et je vous accepte. Sinon, envoyez-moi votre mail et je vous invite. Hein. Le mail, vous m'avez envoyé un mail hier, je crois. OK, donc je vous envoie tout de suite, je vous invite directement. Hein. OK. Donc, excusez-moi, hein. Donc, il n'arrive pas à se connecter. Donc, on essaie. Donc, le message, il a été supprimé. Donc, je n'ai pas son mail. Donc, je continue donc, dans l'attente qui m'envoie le mail. Donc, on a parlé donc, pour tout ce qui est risque et opportunité. Donc, on voyait, donc on a dit on ne doit pas lire les chapitres de la norme indépendamment l'un de l'autre, parce qu'ici, donc, ce qui a été abordé donc, dans la clause 4.1, donc tout ce qui est enjeu externe et interne, tout ce qui est détermination des parties intéressées et leur attente, on va se servir donc, de ces informations pour l'analyse donc, des risques, parce que dans le processus de management des risques, la première étape, c'est la détermination du contexte. Donc, pour nous, donc, ce que demande la norme, c'est déterminer donc, les risques et bon, pour les risques, on doit mettre en place des moyens de maîtrise et pour les opportunités, donc si on ressort des opportunités, on doit les saisir. Donc, bon, pour l'analyse des risques, on s'est référé, donc vous vous rappelez, donc je vous ai montré la norme ISO 31000 qui développe déjà le processus de management des risques. Et ce processus-là, en fait, il consiste en quoi? Donc, tout d'abord, la première étape, détermination du contexte, puis donc l'appréciation des risques qui consiste à l'identification des risques, l'analyse des risques et l'évaluation des risques, et les risques qui seront retenus comme significatifs, ils doivent être, donc on doit mettre des moyens de maîtrise face à ces risques-là. Donc on a vu donc un exemple donc de procédure, donc exemple donc de procédure donc de management des risques. Donc on s'est fixé donc pour l'analyse des risques, généralement on se base sur la fréquence et la conséquence. Donc et on calculera le score du risque qui est ici, pour la procédure qu'on s'est fixée, c'est le produit de la fréquence et la conséquence pour avoir un score. Puis on va comparer ce score par rapport soit à un seuil qu'on va fixer, soit par rapport à une matrice de criticité qui va nous permettre de retenir les risques qui ne sont pas acceptables et pour lesquels on doit mettre en place des moyens de maîtrise. Donc, sinon, donc, qu'est-ce qui est traité également dans ce chapitre? Déjà, on s'est fixé des objectifs, on a déterminé les processus et on doit se fixer
des objectifs pour les différents processus qu'on met en place. Oui. Donc, envoyez-moi donc leur email, parce que je viens de lui envoyer, envoyez-moi votre mail, parce que la discussion d'hier, elle a été supprimée. À ce qui paraît, il y a un peu, pour des raisons de sécurité, les conversations ne sont pas. Donc, envoyez-moi les emails, d'accord? Les emails des personnes qui sont en instance. Et je vais leur envoyer des invitations directement. Je vais les ajouter directement, donc, d'accord? Juste leur email. Donc, c'est Youssouf qui envoie. Ok, ok, ok. Donc, Youssouf, vous n'avez pas encore envoyé. Quelqu'un est en train d'écrire. Donc, je vais reprendre de l'analyse des risques. Donc, il y aura des gens